Donc la communication de l'ESS, je vais commencer peut-être malgré tout pour rappeler un petit peu... Ah, il ne veut pas défiler. Hein. Bon. Ah. Arrêtez le partage. Bon, ça commence bien. Pourquoi il ne veut pas? Si jamais ta slide est passée. Ah, merci. C'est ça. On y va. Quelques rappels utiles quand même sur l'ESS, ça me paraît important. Parce que ma présentation va avoir ce souci de partir du général pour aller au particulier. La communication est toujours au service de quelque chose de général, quoi, d'une stratégie, d'une politique, d'un projet social et solidaire en amont, et elle est à ce service-là. Donc ça me paraissait important de rappeler quand même quelques socles significatifs et distinctifs à l'intérieur même de l'ESS afin de pouvoir mieux se situer, se positionner quant à votre projet respectif. Donc, quelques rappels utiles, c'est que l'économie sociale et solidaire est très présent, en mutation et en constante évolution depuis bien longtemps. Il y a eu la loi de 2014 qui a été quand même assez fondamentale, qui a permis à la fois une reconnaissance institutionnelle non négligeable et donner là également quelques socles de valeurs, de principes assez significatifs et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer par ailleurs dans notre communication. Ce qui va le caractériser, c'est de répondre à des préoccupations sociétales. Donc sociétales, c'est très large. Après, chaque structure aura ses préoccupations intrinsèques, évidemment, et elles sont porteuses d'innovation. Donc, c'est les deux caractéristiques principales. L'économie, l'ESS est multisectorielle, ce qui lui donne bien cette spécificité. C'est pas un secteur en soi. Je veux dire, il y a tant l'agriculture, la culture, la mode, le syndicalisme, les services aux entreprises, c'est très large. Ce qui veut dire que dans la communication, il faut aussi maîtriser les codes de ces secteurs-là, qui sont intrinsèques à votre secteur, ce qui est quand même pas rien. Il y a donc à la fois qu'est-ce qui régit l'économie sociale et solidaire dans ses valeurs et qu'est-ce qui régit les valeurs du secteur en tant que tel, qu'il va falloir croiser. L'ESS, c'est donc 3 types d'économie, l'économie sociale, l'économie solidaire et l'entrepreneuriat social. 3 familles distinctives et parfois pas toujours d'accord entre elles. Un petit, vraiment très résumé, mais ça me paraît important pour savoir historiquement d'où on vient et aussi votre propre structure, dans quelle lignée elle s'inscrit, pour pouvoir soit s'en inspirer ou soit s'en écarter. Les deux sont possibles. Donc il y a l'économie sociale, origine française, cocorico, tout le monde nous admire sur l'économie sociale. C'est les assos, donc c'est une approche très statutaire, les associations, les coopératives, les mutuelles. D'accord, donc très actives avec protection sociale, les banques aussi, sport, culture, agriculture et ce qu'on appelle l'éduc-pop, l'éducation populaire. Donc très marqué là-dessus. On a l'économie solidaire, donc là qui est beaucoup incarnée par les AMAP, tout ce qui est commerce équitable, les crèches parentales, les IAE, les SEL et services à la personne. Plus récent. Et puis l'entrepreneuriat social qui est le dernier arrivé, on va dire, qui part de formes juridiques des sociétés commerciales classiques, les CRL, il y a même des URL, etc. La différence, c'est que nous avons une finalité sociale. Et ça, c'est la nouveauté avec la loi de 2014. C'est qu'on a des statuts d'entreprise commerciale à finalité sociale. Voilà. Slide. Voilà. Donc l'économie sociale se caractérise donc par ses statuts, comme indiqué, et par son institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a une initiative collective privée qui a amené à ce que les politiques s'y intéressent et du coup l'intègrent dans une politique d'État. Donc ça, c'est très, très caractéristique. Genre la sécurité sociale, ça vient de là. Donc, différents principes sont intrinsèques à l'économie sociale.
alors de manière différente, hein, d'une structure à l'autre, mais c'est tout ce qui est démocratie, ça revient beaucoup, la liberté, la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, l'utilité sociale et collective, le bénévolat et la mixité des ressources, privées et publiques. Donc ça, c'est ce qui les caractérise. L'économie solidaire, ça va être la citoyenneté. La dimension citoyenne est extrêmement importante dans l'économie solidaire et les logiques de subvention. Donc ça évolue évidemment, mais c'est une économie qui a énormément fonctionné par le biais de subventions des collectivités ou de l'État. L'idée pour eux, c'est vraiment de répondre aux conséquences sociales et économiques d'une crise. Ils sont tournés vers les enjeux de société. Ils sont une réponse à. Et puis l'entrepreneuriat social qui, là, se caractérise davantage par l'entrepreneuriat individuel et à finalité sociale. Eux, ce qui va les caractériser, c'est ces termes comme impact social, gouvernance participative, lucrativité limitée. L'accent est beaucoup mis sur l'entrepreneur, le change maker, comme on aime à le dire, et l'innovation sociale. Donc le terme innovation sociale vient de l'entrepreneuriat social. Un petit temps de retard sur... faudrait que je l'anticipe avant que j'arrête de parler. Vas-y, mon slide. Désolée. Ah non, là, ça m'amuse plus, là. Allez, bichette. Bon, j'arrête le partage. Je retente le partage. Vous l'avez? Et je vais poursuivre sans le mettre à plein écran. Vous aurez donc du coup un peu de visibilité sur le reste. Tant pis. Donc l'économie sociale, on va dire pour résumer, eux, c'est peu importe ce qu'on fait. Alors quand on fait, c'est ce qu'on produit ou ce qu'on fabrique. On peut faire des chaises, hein, tant que c'est pas dans un mode de fonctionnement capitaliste. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. L'économie solidaire, c'est peu importe le mode de fonctionnement, tant que c'est solidaire. C'est ça qui va prévaloir. Ensuite, l'entrepreneuriat social, pour eux, c'est peu importe le mode de fonctionnement, tant que la finalité est sociétale et à lucrativité limitée. Donc voilà en résumé les grandes caractéristiques. Un exemple, c'est les principes coopératifs. Donc voilà, je fais un focus sur les coopératives, c'est ce que je connais le mieux. Pareil, les coopératives, quand elles deviennent coopératives, adhèrent à des principes. C'est dans les statuts. Donc exemple, enfin voici les principes des coopératives, c'est que l'adhésion aux coopératives doit être volontaire et ouverte à l'ensemble, à tout le monde. Le pouvoir démocratique est exercé par les membres et pas par des personnes ou structures extérieures. La participation est économique des membres, c'est-à-dire qu'ils mettent des sous, des parts, ils achètent des parts sociales. On parle de parts sociales en coopérative. On défend une autonomie et l'indépendance des membres et de la structure. Très important, l'indépendance économique des structures. Les valeurs d'éducation, de formation et d'information sont primordiales. Donc, avec toujours l'idée de faire monter en compétences, monter en connaissances les membres eux-mêmes. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la logique d'éducation populaire. Il y a une coopération entre les coopératives. Donc, la logique d'écosystème est très présente en coopérative, mais dans l'ESS aussi, je pense que je ne vous apprends rien. On est toujours dans un écosystème, c'est extrêmement important. On n'est jamais seul, isolé. Et puis,
il y a un engagement qui est fait envers la communauté des membres. On rend des comptes, quoi. On travaille pour eux, avec eux. Ça, c'est vraiment leur credo. Donc, voilà les principes et les valeurs, on va dire, historiques des trois grands mouvements. Du coup, je voulais vous demander à vous quelles sont les valeurs et quels sont les principes défendus par votre structure. Je vous invite à y répondre peut-être par le chat. Ça vous serait peut-être plus confortable. Voilà. Ou en même temps, on n'est pas très nombreux. Si vous voulez prendre la parole, c'est tout aussi bien. À vous. Dans le projet qui est le nôtre, PEPS, qui s'appelle Projet pour l'emploi participatif et solidaire, ce qui veut déjà dire beaucoup de choses, on est entre des choses qui concernent purement la forme institutionnelle de territoire zéro chômeur, qui contient beaucoup de règles en elle-même, qui parle beaucoup de tout ça. On va dire. Et puis celles parmi toutes ces règles qu'on met plus en valeur que d'autres, ou qu'on essaye de mettre plus en valeur que d'autres, dans celles qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc dans les premières réunions qu'on a eues, il y avait une unanimité des chômeurs concernés sur le fait de vouloir être en coop ou quelque chose qui y ressemble, de travailler en équipe, d'être solidaire d'un intérêt collectif. Notre territoire en lui-même est très écologique et donc pour nous c'était aussi un pilier de notre activité en cohérence avec notre territoire, de continuer dans cette dynamique. Bon, il y a d'autres choses qui sont pas claires ou pas éclaircies sur la manière de le faire ou d'y arriver pour l'instant. Donc voilà. On est parti sur des idées quand même qui sont très voisines de l'ensemble de ce qu'on vient de dire. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui dérogent. On n'a pas du tout l'intention de faire des super bénéfices qui ne soient pas partagés. On a plutôt l'intention de trouver… Alors, notre idée, c'est de créer du travail pour les gens sur la base d'un consentement. Alors, volontaire, ça s'est imposé par le projet Territoire zéro chômeur, mais c'est aussi… nous, on se pose la question aussi, non pas seulement de travailler pour gagner de l'argent, mais de travailler pour que le revenu qu'on en tire sorte les gens de la misère dans laquelle ils sont, parce que le chômeur longue durée s'inscrit principalement dans l'exclusion et dans la misère aussi, qui va avec. Donc, l'idée, c'est pas de recommencer à travailler pour travailler seulement. Tout le monde est assez unanime là-dessus, c'est de dire, nous, on veut bien travailler, mais on veut aussi gagner vraiment notre vie. On ne veut pas travailler à la perdre. Parce que si la différence, c'est de travailler pour continuer à gagner 500 € ou 700 €, au final, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, on essaye de résoudre le problème parce que c'est un problème structurel de l'économie locale, ça, de notre économie là où on est, qui est qu'on a un gros problème de mobilité. Ça entache la possibilité de gain du travail. Si vous faites beaucoup de kilomètres en montagne pour un emploi relativement partiel ou peu rémunérateur, ben aussitôt vous redescendez tout de suite très bas, quoi. Voilà. Donc on essaye de résoudre ces problèmes. Très bien. Merci. Je retiens, enfin, vous avez dit des choses très intéressantes. Pour moi, il y a deux choses que je retiens, c'est travailler dignement. Effectivement, c'est pas juste travailler, quoi, et cette notion de dignité, c'est quand même pas rien, quoi. Et vous rajoutez quelque chose, c'est la participation du territoire. Comme quoi l'action, quand même, elle est bien inscrite dans un territoire. Ce territoire-là et inclut les collectivités, du coup, et du coup, vraiment ce partenariat, quoi. En tout cas, cette coopération avec ces autres acteurs et actrices locaux, quoi. C'est pas déconnecté. On n'est pas tout seul à vouloir faire quelque chose. C'est bien… Porté par la communauté de communes qui a postulé en termes d'institutions pour la candidature officielle. Et effectivement, on a conçu une organisation qui rassemble beaucoup des entités du territoire et qui est en tout cas très à l'écoute en termes de fabriquer du travail avec une réponse aux besoins de notre territoire. Voilà. Merci. Merci. D'autres veulent s'exprimer ?
Oui, ben, du coup, je voulais rebondir, donc Céline Lecœur-d'Alviol, sur, je pense que ça s'inscrit dans la continuité, en fait, donc on est un chantier d'insertion, donc une association loi 1901, un chantier d'insertion, qui a vocation, en fait, à accueillir des personnes très éloignées de l'emploi et donc de les accompagner pour qu'elles puissent retrouver donc une place dans la société, un emploi, enfin, en tout cas, lever les freins qui les empêchent de retrouver un emploi. Et donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment de s'appuyer sur les chantiers pour pouvoir lever tout ce qui va bloquer. Donc, qui peuvent être aussi bien des problèmes de langue, d'addiction, de permis de conduire, de problèmes psychologiques, enfin, de logement, etc. Et donc, l'objectif, c'est bien enfin voilà, et de tout ça, donc en les formant, en essayant de les faire monter en compétences, en leur redonnant confiance. Et donc, bon, ça rejoint en fait ce qui était dit avant, hein. L'idée, c'est, alors ils vont pas forcément trouver un emploi parce qu'ils sont vraiment des fois très très éloignés de ça, mais au moins ils vont pouvoir ou retrouver une formation ou retrouver une façon de s'intégrer dans la société qui leur permettra, on espère, de retrouver un emploi après. Et voilà, nous, notre devise, c'est travaillons ensemble. Donc, pour le coup, c'est effectivement inscrit dans toutes les valeurs que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc, on essaye vraiment on travaille pour les collectivités. Enfin, voilà, notre objectif, c'est vraiment, on n'est pas sur le marché public, si on peut dire, en fait, sauf en cas de clause d'insertion ou dans le cadre, en fait, d'un travail qu'on pourrait faire en commun avec d'autres structures pour effectivement valoriser les compétences qu'on peut avoir en interne. Voilà. Si je peux rajouter des choses ou Non, c'est clair. Non, merci. Merci Céline. D'autres personnes veulent témoigner? Apporter leur... On a Aline qui nous a écrit « Vivacité, un habitat partagé, participatif, solidaire, financièrement accessible, ça c'est pas rien, effectivement, ouvert sur le village, ses habitants et ses acteurs. » Merci Aline pour ces précisions. D'autres? Non, c'est bon. Pas de... Ah, si, on a quelqu'un d'autre. Valentin. Centre social, la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 3 valeurs fondamentales. Merci. Là, ce que je me dis, c'est, on ne va pas le faire là forcément, mais c'est ce que je note, c'est, vous voyez, il y a des valeurs où des fois, ça va nécessiter, dans le cadre d'une communication, de les développer. Dans le sens solidaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout le monde n'a pas la même notion de la solidarité. Jusqu'où on est solidaire? Après, il y a les notions de l'égalité ou l'équité. Hein, donc hautement philosophique et politique, mais du coup, c'est comment chaque structure, du coup, va défendre la solidarité, mais surtout va défendre sa vision de la solidarité et le projet en tant que tel mis en place pour aller vers cette solidarité. Donc ça, pour moi, c'est très important à avoir en tête pour être clair. Voilà, pour moi, c'est important d'être clair et d'aller à l'essentiel sur ce qu'on défend, pas tourner autour du pot. Voilà. Si ça vous va, je poursuis. Et puis, vous aurez d'autres occasions de prendre la parole. J'ai prévu tout au long de vous donner la parole. Alors, eh ben, on va y aller un peu plus sur la com, hein, maintenant qu'on a vu quand même rappeler un peu les grandes caractéristiques et les questions à se poser pour savoir comment j'inscris et sur quoi j'inscris ma structure et la communication de ma structure. Donc, en gros, la stratégie de com des structures de l'ESS, elle est entre 2 problématiques majeures. C'est une problématique sociale et une problématique de marque. Il n'empêche qu'on ait une structure avec un nom, une identité, et ça, du coup, on est sur des problématiques de marque type communication. Mais on est toujours entre les deux. On n'est pas une entreprise commerciale classique. Donc, on ne peut pas être uniquement sur ce terrain-là. On est toujours entre ces deux-là.
Des généralités à vous indiquer également pour mesurer un peu ce que le titre de cette partie, c'est déjà il n'y a pas d'unité dans l'ESS. Il faut renoncer, il n'y a pas d'unité dans l'ESS. Comme vous voyez, on a 3 familles très, très différentes d'une part, et puis même à l'intérieur, pour l'insertion, tout le monde n'aura pas la même manière de penser l'insertion, l'handicap, etc., etc. Mais sur l'ESS, de manière générale, pour le grand public, du coup, ça crée une image pas nette. Pour comparaison, l'artisanat. L'artisanat, en plus, bon, en France, c'est important, c'est quand même assez grand public. Ils avaient fait une campagne de communication qui était vraiment très globalisante sur l'artisanat, où en fait on mettait sur un pied d'égalité et on donnait une visibilité équivalente tant au menuisier qu'au boulanger par exemple. Et donc il y a bien cette représentation de personnes qui sont dans leur atelier ou dans leur boutique, qui fabriquent avec leurs mains quelque chose. On est bien sur cette représentation, il y a une image nette de ça quand bien même les métiers sont très différents. Dans l'ESS, on ne peut pas faire ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vision, d'image nette de l'ESS. Il y a même, on va dire, des fois des choses potentiellement clivantes avec un ESS, une économie sociale historique, qui pourrait même avoir donner une image ringarde, j'utilise ce mot pas agréable mais haïtien quoi, hein. Il y a un truc potentiellement ringardisant d'économie sociale, un peu à l'ancienne, voilà, qui contrebalance avec un entrepreneuriat social là qui a complètement intégré les codes d'une communication de marque et qui maîtrise parfaitement l'identité visuelle, l'animation sur les réseaux sociaux, mobilisation, verbatim, etc., etc. Donc, on est vraiment sur des contrastes. Donc, ce qui va être important, c'est la cohérence avec le positionnement de l'annonceur. Bon, je sais que j'ouvre un peu comment dire, une tautologie en disant ça, mais ça me paraissait bien de le rappeler. Donc, le positionnement de l'annonceur, ça va avec votre valeur, hein, c'est l'image, l'identité que vous avez par rapport à tout un secteur, par rapport aux autres acteurs et actrices en présence. Et donc, toute la communication doit répondre à ce positionnement. Dans d'autres termes, alors, même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais je pense qu'on peut l'associer, s'il y en a pour qui ils sont familiarisés de ça, c'est la raison d'être. Hein, le projet, voilà, la raison d'être. Donc, il y a une raison d'être, il faut bien que ma communication, là aussi, soit en cohérence avec ma raison d'être, avec mon positionnement. Ensuite, donc voilà, c'est une communication entre potentiellement militantisme et offre de service. C'est-à-dire, à la fois, j'ai une vision de ma structure qui a ça comme projet social ou solidaire, et en même temps, j'ai bien des services, des prestations, un dispositif, des objets à vendre, à valoriser, à faire utiliser. Donc, on est vraiment sur double entrée. Voilà. Autre double entrée, on est entre une communication politique, parce que j'ai bien une vision de la société. Hein, donc, je veux dire, la politique, si elle n'est pas politicarte, c'est bien, j'ai la vision d'un projet de société, avoir un projet de société. Donc, j'ai bien une communication politique, hein, quelle société j'entends défendre, et une communication marchande. Alors bon, on est d'accord, ça ne va pas forcément pour les assos à but non lucratif, hein, cette partie-là, hein, je fais ma petite parenthèse, mais par exemple, les coopératives ou l'entrepreneuriat social, on a des choses à vendre. Voilà, donc on est bien sur ces doubles entrées-là. Ensuite, ce qui est très important aussi, qui est caractéristique, c'est que chaque membre est un porte-parole. C'est vraiment l'idée d'être ambassadeur, ambassadrice, tout le monde est ambassadeur, ambassadrice. Qui a comme conséquence, il y a des structures qui ont beaucoup de mal avec l'idée d'instituer des éléments de langage. Par crainte de trop fagoter un discours un peu trop préfabriqué, proche d'une potentielle langue de bois. En tout cas, il y a cette crainte-là, même si ce n'est pas vrai, hein, mais il y a cette crainte-là qui est très présente. Du coup, les gens ne sont pas forcément formés. Voilà, en tout cas, c'est... Voilà. Ensuite, tout ce qui est lié à la communication relationnelle. Alors, la relation est primordiale en communication. Tout commence par ça. J'aime à dire que s'il ne devait y avoir qu'un moyen de communication pour la communication ESS, ce serait la rencontre.
L'atelier, ce serait voilà, le débat, la conférence. Si je dois être d'un point de vue réglementaire, c'est l'AG. Donc voilà, la communication relationnelle est extrêmement importante. On soigne la relation avant tout, la relation à ses bénéficiaires, la relation en interne, en tout cas dans la mesure du possible, hein, comme voilà, rien n'est forcément facile, mais en tout cas, c'est présent dans les intentions. Et on va dire de manière très liée, la communication participative. Donc ça aussi, la prise en compte des avis des personnes est extrêmement important. Les bénéficiaires en premier lieu, l'ensemble des parties prenantes, jusqu'à potentiellement avoir une incidence sur la gouvernance et que ce soit des codécisions. Là, on revient, une communication, c'est beaucoup lié à des questions de mobilisation dans l'ESS. Ensuite, une des caractéristiques de la communication ESS, c'est le détournement. Comme ESS, globalement, on adore détourner les pubs, les logos, les symboles. Greenpeace, ils sont trop forts pour ça. Perso, j'adore les campagnes de Greenpeace. Ils avaient fait tout un détournement de logo ou quoi que ce soit. Ça, c'est un grand classique. La Biocoop aussi, ils détournaient les codes de la grande distribution. Voilà. Donc ça, on aime bien faire ça, hein, globalement. Voilà, autre point, c'est gare au bullshit. Donc le bullshit, c'est un terme qu'on aime beaucoup dans la com et qu'on fait malheureusement. Ça revient à ce truc de social, solidaire, des mots qu'on pourrait mettre un petit peu à toute la sauce. Il suffirait de le mettre dans notre communiqué pour faire valoir ces valeurs, mais sans véritablement les vivre, quoi, sans en avoir la posture. Donc ça, de manière générale en com, je pense que ça craint. Et pour l'économie sociale et solidaire, il y a vraiment un rejet de ces systèmes-là très profond. Moi, il y a deux... alors, c'est peut-être un peu caricatural et m'en excuse par ailleurs, mais j'avoue, je l'ai quand même observé. C'est qu'il y a... soit on va dire une partie de l'ESS qui est anti-communication, c'est-à-dire la communication, c'est trop lié à une communication commerciale ou de propagande politique. Du coup, il y a un rejet de tous les codes de la communication. Voilà, qui s'entend hein, historiquement, voilà. Et inversement, on va dire une communication, une partie de l'ESS, donc là qui est complètement intégrée au code de communication et qui va faire beaucoup de la super bonne com, mais potentiellement avec peut-être un fond un peu simpliste sur ce qui est défendu et sur la transparence notamment de vraiment ce qui se passe, des actions, des dispositifs. Voilà. Les vigilances, pour moi, c'est important d'avoir un peu des balises quoi à avoir. Voilà. Après, à chacun d'arbitrer ce qui aura de mieux sur le moment. Et puis gare la communication irresponsable et non inclusive. Donc ça, c'est pas que lié à l'économie sociale et solidaire, hein, c'est partagé par l'ensemble, mais voilà, l'économie sociale et solidaire participant à tout ça a de quoi se poser ces questions-là. Et du coup, voilà, la question que je veux vous poser, c'est en quoi, selon vous, la com peut être irresponsable et non inclusive? À vous. Moi, j'ai une question. Irresponsable dans le sens non responsable? Ouais. Ou irresponsable? Non inclusive, ça va être, par exemple, laisser de côté des types de populations, les personnes porteuses de handicap, tout ce genre de choses. Et non responsable, ça va être... je sais pas. C'est pas grave. Merci. En tout cas, tout à fait, non inclusive, on n'inclut pas tout le monde et notamment, tout à fait, les personnes en situation de handicap.
D'autres idées? D'autres suggestions? Moi, j'ai envie de dire, du coup, si on est dans le mensonge, enfin, j'arrive pas à trouver le terme, du coup, que je veux dire, mais enfin, voilà, si, du coup, on ment délibérément dans notre communication. Pour plein de raisons. Ouais. Oui, très juste. Merci. Du coup, là, on est presque, et pour moi, c'est tout à fait juste, à caractère illégal, quoi. Ouais, à caractère illégal et même un peu, ouais, alors là encore pire. Et encore le niveau un peu en dessous, du coup, voilà, on va détourner en fait, du coup, par exemple, les actions enfin voilà, du coup, ou communiquer du coup en ne disant pas toute la vérité ou en mentant, en prenant du coup un peu du coup les cibles et les gens du coup, pour des cons. Voilà. Ouais, le manque de transparence, j'entends dans ce que vous dites. Et d'honnêteté, ouais. Ouais. Un mensonge par omission. Valentin nous dit responsable, ça peut être qui a un impact négatif sur l'environnement. Très juste. Effectivement, la com peut être polluante. Irresponsable, il nous dit d'autres, avec beaucoup trop d'informations. Ouais, on parle d'infobésité aussi. Exact. Ouais. Et qui a des conséquences énergétiques aussi. Trop d'informations, alors pour notre charge mentale, j'ai envie de dire, mais du coup, puisqu'on utilise les outils, hein, c'est énergivore, donc oui. Moi, je dirais qu'il y a un danger qui est une forme d'irresponsabilité, qui est de se bercer d'illusions. C'est-à-dire communiquer sur quelque chose qu'on croit faire, alors qu'on ne fait que communiquer. Ah, est-ce que ce serait ce qu'on appelle un peu des effets d'annonce? C'est-à-dire, j'annonce que je... Non, ça peut être plein de bonnes intentions, mais l'économie sociale et solidaire, ça doit quand même être concret à un moment donné. Et on peut rester dans la réunionnite aiguë, les palabres sans fin, le rassemblement de gens dans un but dans lequel on ne met jamais de matière pour que ça prenne racine. Et c'est parfois difficile, cette partie d'incarnation. Je parle parce que quand on est porteur de projet, il y a un moment où on a une idée, on a une volonté, puis il y a un moment d'incarnation. Et ce moment est une espèce d'accouchement difficile dans lequel on peut se noyer dans de la com plutôt que de faire. Oui, ce que je comprends, c'est pour vous suivre, c'est on se raconte la com, ça peut être on se raconte comme on aimerait être, comment on aimerait porter le projet sans véritablement le faire. Et quand on essaye d'avoir un consensus collectif, c'est pas si simple parce qu'effectivement, il faut arriver à rassembler sur un niveau concret la compréhension que chacun va avoir du projet en question. C'est-à-dire de quelle manière il va pouvoir se concrétiser et qu'il y a une unanimité aussi sur cette concrétisation. Oui, c'est l'idée de l'atterrissage, quoi. C'est-à-dire qu'on pense les choses, ok, mais après, comment on atterrit, quoi. Quel est l'atterrissage concret, matériel, avec les résultats qui vont derrière. L'atterrissage, c'est aussi des engagements. C'est-à-dire, pour faire les choses, il faut s'engager à les faire. Donc, il faut rentrer dedans, quoi. Pas rester sur un discours. Merci. Vincent a complété la liste en disant irresponsable, c'est trop de canaux de communication. Oui, trop communiquer. Ouais. Tout à fait. Trop d'informations et puis trop d'outils de diffusion. Ouais. D'autres témoignages? Non. Et ben en résumé, effectivement, une communication irresponsable, en plus de ce que vous avez dit, en tout cas comment moi je l'aborde, c'est d'abord une utilisation des données abusives, voire illégales. Donc c'est tous les datas. Il y a un truc classique de ces espèces de fichiers constitués de manière sauvage, sans le consentement des personnes. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et du coup, des fois, c'est bien de rappeler aussi le cadre légal dans lequel la communication œuvre, soyons clairs.
Et puis, aussi, ça peut être l'occasion de questionner avec ses membres comment on veut utiliser des données, notamment je pense à l'image, hein, tout ce qui est image. Donc bien sûr, il y a un cadre légal, hein, le droit à l'image, voilà, qui est très bien fait, enfin, qui est très cadré, enfin, si je peux me permettre ce jugement, mais on n'est pas obligé de se contenter juste de ce cadre légal. Un exemple, c'était une MJC, du coup, qui avait besoin de refaire son site internet, ses plaquettes de présentation des activités, et qui du coup souhaitait faire toute une série de photos des ateliers qu'ils mettaient en place. Donc, du coup, ça demandait de faire l'autorisation des personnes et des enfants. Et du coup, ils ont choisi de faire un petit collectif de travail autour de ces questions-là et de concerter les parents, les personnes qui fréquentent le lieu pour s'entendre, au-delà de l'autorisation, pour s'entendre quel type de photos, comment les exploiter, etc. Et donc, ensemble, ils ont convenu de faire des photos, qu'on est sûr que ces photos elles seront que pour le site internet, la plaquette, et qu'elles seront exploitées pendant 5 ans. Voilà, donc avec une limite de temps qui était importante. Du coup, ça a mis en confiance aussi les participants. Ils étaient impliqués dans le projet. Donc, vous voyez, pour la relation de confiance, c'est quand même pas rien. La MJC avait répondu à ses besoins de refonte, quoi, ces sites et plaquettes. Et puis, voilà, au final, ça répondait à leurs usages, parce que tous les 5 ans, ils avaient l'idée de renouveler un peu leur banque d'images, etc. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir aborder les choses comme ça, au-delà du cadre légal. Alors, je rappelle au cas où aussi dans les données abusives, c'est que donc il y a plein de données qu'on n'a pas le droit d'avoir sur orientation politique, syndicale, sexuelle, etc. Juste rappeler que si on est une association, par exemple, de soutien aux anciens détenus, bon, eux, ils peuvent avoir dans leur fichier des données concernant les peines qu'ont eues les personnes. Mais oui, c'est relié à leur objet en tant que tel, quoi, évidemment. Pour les entreprises d'insertion, je suppose, voilà, c'est important d'avoir des données sur leur parcours professionnel en tant que tel. Voilà, information qui pourrait être illégale par ailleurs, mais là, ça s'inscrit dans leur objet. Donc, voilà, juste quand même se rappeler ça. Ensuite, en communication polluante, donc comme Valentin l'évoquait, effectivement, il y a une pollution incroyable, quoi. Alors, le plus flagrant, c'est le print, c'est tout ce qui est impression, papier. Voilà, ça c'est clair. Mais il y a également tout ce qui est pollution visuelle avec l'affichage. Et il y a la pollution numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est revenu, on réduit le papier, mais on déploie toute notre communication en numérique. On sait que c'est extrêmement énergivore, parce qu'on utilise beaucoup d'électricité, d'énergie ou quoi que ce soit. Et même des fois, il y a eu un peu ce truc un peu fou, c'est autant on aurait été sur du print, on aurait fait de l'emailing, on va dire, par exemple, 3 fois par an. Si je suis sur le numérique, du coup, je vais le faire 6 fois par an. On double en plus notre communication. Donc, oui, il y a un truc complètement, je sais pas, un peu contradictoire. En tout cas, enfin, il y a un frottement là, en tout cas en termes de manière de faire, quoi. Donc voilà, puis après on peut être très précis, c'est beaucoup de papier ou quel type de papier, quel type d'encre aussi, type de matériaux, jusqu'aux goodies, même les petits objets promotionnels, Made in China, plastique, etc. Enfin voilà, on peut vraiment décliner à plein de niveaux. Et puis après, il y a la communication non inclusive, ça veut dire qu'elle est discriminante, en gros. Si on n'inclut pas tout le monde, c'est qu'on en discrimine d'autres. Donc, les personnes en situation de handicap ont été citées. Et après, là, l'ESS, comme les autres, comme d'autres structures, parce qu'on est dans une société, peut discriminer davantage les femmes. Alors, quand je dis discrimination, je vais préciser, dans le cadre de communication, on parle d'invisibilisation et de stéréotypes.
Donc nous, en communication, voilà, c'est ces deux aspects qui peuvent être vraiment en tension quand on parle de communication discriminante. Donc il va y avoir les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes dites racisées, ou si ce terme ne vous plaît pas, les personnes non blanches, les personnes LGBT, etc., etc. Je rappelle qu'il y a plus de 22 critères de discrimination. Vous imaginez? Les accents. Il y a tout ce qui est nom et prénom, provenance, ville où on vit. Voilà, donc vous voyez, c'est énorme, quoi. Hein, le spectre est très énorme. Je précise que si les hommes ne souffrent pas, alors hommes blancs hétéros, hein, ne souffrent pas d'invisibilisation, ils peuvent souffrir de stéréotypes par contre. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein, on est sur des stéréotypes souvent très virilistes, quoi. Hein, soyons clairs. Donc là aussi, qui est de fait dommageable pour eux et pour tout le monde. Donc voilà, donc on a la communication peut faire face à ça. Une info, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais régulièrement le CSA quand même fait des études sur la visibilité des personnes dans les médias. Alors c'est les médias, mais nous ça nous intéresse. Et il y a un retour qui a été fait il y a peu de temps, voilà, qui montrait comment les médias ne représentaient malheureusement pas la diversité de la population, quoi. Voilà. Et donc la com, on va dire, quand on tire le fil, peut potentiellement et malheureusement reproduire ces logiques. Donc voilà, ça craint. Mais nous, on est conscients de tout ça. Et parce que c'est le faire. Et donc, nous, communicants ou entrepreneurs qui avons un souci de réfléchir à notre communication et être en cohérence, que notre com soit cohérente avec ce que l'on défend, on va s'interroger sur notre com et faire en sorte que notre communication, elle soit responsable et inclusive. En gros, c'est ça. Responsable, ça va être en lien avec ce que je disais, avoir un souci sur la protection des datas et de l'image. Donc, un minimum, c'est tout ce qui est, respecter la RGPD, hein. Voilà, évidemment. Et c'est exemple avec les réseaux sociaux aussi. Alors, le cas des réseaux sociaux, pour moi, je trouve qu'il est très intéressant en tant que communicante pour la raison suivante. C'est que, on n'ignore pas aujourd'hui, c'est un fait établi qu'il y a les réseaux sociaux, les réseaux sociaux capturent nos données et les exploitent, d'accord, sans forcément notre consentement ou quoi que ce soit. Du coup, en tant que structure de l'ESS, on pourrait être un peu en tension à l'idée d'avoir une page de notre structure sur ces réseaux sociaux en courant ce risque-là et en ne voulant pas, par exemple, alimenter cela. Voilà, une posture. Et en même temps, je prends l'exemple de Facebook qui pour moi est intéressant, c'est si on est une structure qui a un public populaire, ça serait quand même dommage de se priver d'être sur Facebook, qui peut potentiellement capter notre public. Vous voyez, donc pour moi, là, c'est juste qu'il faut arbitrer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose, c'est avoir conscience de ça et arbitrer. Par exemple, sur les plateformes vidéo, on a, on va dire, les trois classiques, YouTube, Dailymotion et Vimeo. Pareil, YouTube, c'est le plus grand, le plus populaire. Donc, voilà, si on décide de créer et développer une chaîne,
une chaîne, ça peut être hyper intéressant pour nous d'être là-dessus. Sauf que la communauté, elle est un peu hardcore, quoi. Franchement, quand on laisse les commentaires ouverts, ça peut être dur, quoi. Donc, voilà, en termes d'éthique, il y a un côté où est-ce que j'ai envie de participer à ça. Est-ce que si je fais filmer des gens des témoignages, je fais courir le risque en ouvrant les commentaires qu'ils se fassent clasher? Enfin, voilà, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Mais la visibilité est là et c'est quand même pas rien. Dailymotion, du coup, c'est un peu plus confidentiel. Et puis, je crois que c'est français ou c'était français. Donc, il y a un peu un côté, du coup, je veux m'inscrire dans l'idée d'utiliser des outils franco-français. Sylvie nous quitte. Eh bien, salut Sylvie, merci à toi. Et puis Vimeo, voilà, c'est très qualitatif, on est vraiment sur une très belle interface, voilà. Alors c'est super, du coup la communauté tranquille, tout bien comme il faut, mais bon, voilà, en termes de visibilité, c'est réduit. Voilà, donc il y a ça, il y a ces faits-là, il y a nos cibles, notre positionnement, et il faut arbitrer avec tout ça. Un exemple, donc pour moi, la mission, la copro des possibles, là, c'est que nous, on a une chaîne. On n'a pas une animation de contenu, hein, mais on a mis nos vidéos sur YouTube, mais on les a également mis sur Peertube. Donc, c'est P2ER, qui est donc une plateforme vidéo libre, donc logiciel libre, licence Creative Commons, etc. On l'a fait parce que voilà, on ne veut pas se priver de la visibilité de Facebook, voilà. Et en même temps, de YouTube, pardon. Et en même temps, il y a un danger à être à YouTube parce que des fois, tes vidéos, elles sont scratchées, tu ne sais pas bien pourquoi. Ça arrive. Voilà, il y a un truc où c'est pas ouf. Et donc, du coup, on a voulu sauvegarder nos vidéos sur Peertube. Et voilà, une plateforme, c'est sain, les données sont bien traitées, ça nous garantit de garder nos vidéos. Voilà. Vous voyez, c'est un arbitrage qu'on a décidé de faire pour être le plus cohérent possible et répondre à nos besoins de communication. J'introduisais les logiciels libres et là, il n'est pas dans mon PowerPoint et je pourrais le rajouter d'ailleurs. Ce qui peut être intéressant, logiciel et licence. C'est aussi quel type d'outils j'utilise dans ma communication. Des licences Creative Commons. Pareil, nous, pour la mission La CoPro des possibles, toutes nos vidéos, nos photos sont en licence Creative Commons. Parce qu'on a un souci, voilà, de pouvoir faire partager, que les autres personnes utilisent ces photos. Après, il y a 8 licences, hein, donc on circonscrit l'utilisation en fonction de ce qui nous paraît être le plus éthique possible. Mais voilà, c'est des solutions alternatives. Après, voilà, les logiciels libres, il y en a qui sont très bien. Il y en a d'autres qui, aujourd'hui, à mon sens, sont beaucoup moins aisés à utiliser, notamment pour l'infographie. Alors, l'infographiste pourra peut-être nous en témoigner. Mais voilà, aujourd'hui, GIMP, tout ça, enfin, c'est dur, quoi. Bon, voilà, donc, hein, pour moi, c'est voilà, important de pouvoir voir évoluer les choses là, à mon sens, d'aller dans ce sens qui paraît être le plus éthique possible, mais la réalité matérielle fait que on va utiliser les outils d'aujourd'hui, quoi. Voilà, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Et puis, donc, le droit à l'image, voilà, vraiment, on ne rigole pas avec le droit à l'image, quoi. Faut pas passer à côté. Nous, les annonceurs, ils ont une tendance, hein, c'est on veut un maximum avoir un maximum accès aux droits. Et quand je dis ça, ça veut dire ad vitam aeternam et sur tout support, même ceux à venir encore non déclarés, quoi. Hein. On est un peu dans ce désir-là, sauf que voilà, les personnes, elles, non, il y a un truc où elles ont besoin que leur image soit circonscrite à certaines conditions. Et du coup, là, je renvoie un peu à l'exemple que j'avais donné avec la MJC, que je trouve intéressant. Voilà pour la protection des datas et de l'image. D'un point de vue écologique, donc c'est du coup de sortir d'une communication polluante pour aller vers une communication écologique ou environnementale, de manière peut-être
plus large. Donc, on parle des 3 R, hein, c'est réduire, recycler et réutiliser. Donc, c'est réduire le nombre d'outils. Donc, Valentin va s'y retrouver, je pense, là-dessus. Ça peut être réduire le grammage des papiers aussi. Alors ça, c'est une autre tension. C'est-à-dire qu'en tant que communicante, si on veut donner un aspect assez qualitatif à notre flyer, on va dire notre dépliant, on va choisir un grammage un peu épais. Voilà. Sauf que plus le grammage est épais, plus ça prend du papier et donc c'est plus polluant. Voilà. Donc là, autre idée, autre axe sur lequel il faut arbitrer. Recycler, donc les papiers recyclés, mais recycler tout son matériel. Et là, tout ce qui est événementiel, je reboucle tout de suite avec un point plus loin, c'est énorme. C'est qu'ils ont fait énormément de choses dans l'événementiel. Ça, pour moi, on peut vraiment leur tirer notre chapeau. C'est que c'était un des secteurs de com les plus polluants. Et du coup, ils ont vraiment fait tout un truc autour de recycler les stands, différentes parties du stand, que ce soit plus modulaire, pour vraiment réutiliser à différentes occasions. Donc ça, je pense que vraiment, c'est vraiment top. Donc recycler et réutiliser, donc avec l'événement que je viens de dire. Voilà, donc le print effectivement fait partie, on peut s'interroger sur nos outils print, est-ce qu'ils sont tous utilisés, la quantité est-elle pas trop conséquente par rapport aux usages et aux besoins. On peut aller vers tout ce qui est donc les papiers écologiques, FSC, et il y a une autre, je ne me souviens plus l'autre terme. Sinon, c'est utiliser les labels imprime vert. C'est le choix de son imprimeur. Donc là, pour moi, il y a et ça va avec le choix des partenaires et notre écosystème. Donc là, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est soit on cherche à rester en local, ce qui me paraît bien, pour éviter tout ce qui est livraison à grande distance. Donc, on réduit notre impact écologique là-dessus. C'est travailler toujours avec les mêmes personnes si on est satisfait d'eux. Donc là, on crée une relation, une coopération, une relation de confiance qui est dans la durée. Pour moi, ça me paraissait aussi quand même assez significatif dans notre démarche de coopération, avec un écosystème. Et puis, il y a les imprimeries qui sont également des lieux d'insertion. Il y a les AT à Chambéry, qui existent. Moi, je sais que je fais imprimer mes cartes de visite chez eux, par exemple, donc ça aussi, ça peut s'inscrire dans un vrai choix de politique de communication à choisir ses imprimeurs et pas à faire imprimer ça, je sais pas où, voilà. L'audiovisuel, là, on est, si on va là-dessus, c'est utiliser les LED. Aujourd'hui, c'est ce qui aujourd'hui est le plus porteur et écologique, moins énergivore, c'est tout ce qui est les écrans à LED. Le numérique et le mobile, ça revient à ce que je disais, c'est bien d'être dessus et on réduit le print, mais gare quand même à pas en faire une surconsommation qui serait également polluante. Et là, on en revient du coup à ce que Valentin suggérait, c'est on communique trop, c'est-à-dire je prends la parole. Ok, je prends la parole pour dire quoi ? Parce qu'en com, on a un peu ce truc, toutes les occasions sont bonnes pour communiquer. C'est un peu ça, on nous apprend à être communicant avec cette phrase-là. Ok, sauf que des fois, on en est même à vouloir créer des occasions pour pouvoir prendre la parole. Mais des fois, c'est juste un peu fake en fait, ces occasions. Si on en est à communiquer sur le fait que dans mon hall d'accueil, j'ai changé le canapé de place, j'exagère, je fais exprès, mais des fois, il y a un peu des postures comme ça en communication. Donc, avoir une écologie de la parole, au final. C'est ça que ça veut dire. Et je ne prends la parole que quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Et ça revient à avoir un contenu de qualité, en fait. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est un peu ma vision des choses. Voilà. Les events, donc j'en ai parlé un petit peu en avant. Beaucoup de choses qui sont faites et c'est vraiment top. Les goodies, si on fait des goodies, on est en vigilance sur la provenance.
Et là aussi, hein, ils ont fait, les prestataires ont fait quand même beaucoup d'efforts. Ils sont quand même très avertis des nouveautés et de ce qui aujourd'hui est local ou en circuit court ou écologique ou écologique. Donc, il y a quand même beaucoup cette dimension-là qui est prise en compte. Et puis, bon, la pub, hein, l'achat d'espaces publicitaires, en faire ou pas et jusqu'où. Un cas là, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors c'est pas de l'ESS, mais je le trouve tellement emblématique, j'aime à le dire, c'est Decathlon qui a choisi de retirer ses publicités de CNews en raison d'une ligne éditoriale avec laquelle ils étaient en désaccord parce que propageant des discours de haine. Donc ça, c'est une politique éthique de communication. C'est bien un choix qui est fait. Donc ça peut nous intéresser. C'est-à-dire, je fais de la publicité, ok, mais pour quel canal, quelle radio, quel média? Il y a des régies qui se sont spécialisées dans régie de l'ESS, etc. aussi. Hein. Donc vraiment, tous les métiers sont concernés par ça. Si cette question d'une communication écologique vous intéresse, je peux que vous inviter à consulter le guide d'une communication responsable. Donc, il n'y a pas que ESS, hein, c'est pour toute la com, mais il est vraiment bien fait, il est mis à jour régulièrement, il coûte 12 €. Voilà. C'est l'ADEME qui le fait. Voilà, vraiment, je le recommande. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez approfondir. Communication inclusive. Et donc, bah voilà, effectivement, aujourd'hui, ça veut dire quoi dans notre communication? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une vigilance sur le fait de rendre visibles des catégories de personnes qui le seraient moins visibles et sinon d'être en vigilance sur les stéréotypes potentiellement que je peux reproduire. Ça va être tant sur les images que sur l'écriture. Donc, sur l'iconographie, ça va être, voilà, je vais prendre en photo des personnes, donc depuis nos bénéficiaires jusqu'aux membres, aux salariés, hein, ça peut être l'ensemble des parties prenantes. Donc, je vais avoir un souci d'avoir voilà, une visibilité la plus juste de la réalité de l'entreprise, d'une part, et de ne pas survaloriser certains ou certaines au détriment d'autres. Ça va être une vigilance aussi sur comment je les photographie. Par exemple, l'une des choses qu'on pourrait malheureusement reproduire inconsciemment, hein, il y a beaucoup de choses qui sont involontaires malheureusement là-dedans, c'est avoir donc une photo où ça va être l'homme blanc 50 ans qui va parler, qui va être dans l'action, qui est là, et puis potentiellement un parterre de femmes et ou de personnes non blanches qui va être là, qui va l'écouter. Donc ça, on est typiquement dans des icônes qui reproduisent des systèmes discriminants. Donc là, la vigilance à avoir, c'est d'avoir des photos, des visuels qui vont autant représenter des personnes qui vont prendre la parole. Il ne s'agit pas d'arrêter de leur faire prendre la parole, c'est juste qu'il y ait une parole partagée, que des photos d'images où on voit des femmes, des personnes non blanches qui prennent la parole, et là, inversement, c'est des hommes blancs qui peuvent écouter de manière attentive. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Dans la copro des possibles, on a eu vraiment ce souci-là avec notre photographe, Alexandre, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, vraiment, nos photos, nos vidéos, on a vraiment eu un souci d'être vraiment en vigilance là-dessus. Et on est très content des résultats. Voilà. Après, ça va être un souci aussi... par exemple, donc ça, c'était un photographe qui m'avait... une interview d'un photographe que j'avais entendu qui était engagé par des ONG pour aller prendre des photos de terrain. Donc là, on est sur la solidarité internationale. Hein, donc là, on est vraiment sur des situations très graves, hein, de crise, de guerre, famine. Voilà, hein, là, ça blague pas. Et deux choses en fait l'ont gêné. C'est d'abord, il a vraiment eu des commandes très claires de photos. Donc ça veut dire que c'était des photos presque tellement commandées qu'il avait besoin de recréer la situation pour répondre à la demande. Or c'est pas ça, on fait des photos d'une situation réelle qui existe.
Donc, vous voyez à quel moment on fantasme, on imagine quelque chose et du coup, on va en faire la photo ou à quel moment on témoigne de la réalité d'un terrain. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Et autre chose qui a pu être reprochée aux ONG, je pense on cherchait quand même à rectifier le tir et c'est tant mieux, et bravo à elle de prendre conscience de ça, c'est de mettre les personnes en situation de victime éternelle. Or, la réalité, c'est que c'est des personnes qui, là, aujourd'hui, rencontrent des difficultés, qui, aujourd'hui, là, sont victimes d'une guerre, de quelque chose. Mais ça serait l'idée de les mettre toujours en position de ces éternelles victimes qui ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. Avoir besoin d'un soutien à un moment donné, ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu as besoin d'un soutien. Donc, il y a ça, et c'est aussi leur retirer ce droit cette capacité d'agir. C'est leur retirer cette capacité de décision sur leur vie. Donc ça, c'est des critiques qui ont été formulées. Je trouve que c'est important. Nous, dans l'ESS, on est quand même face à des publics, des bénéficiaires précaires, en difficulté, en fragilité. Et du coup, c'est comment à la fois témoigner de ça, mais pas leur retirer leur capacité d'action, leur retirer le fait d'être encore et toujours acteurs, actrices de leur vie. Voilà. Pas de réponse à vous dire, mais moi, c'est des vigilances à avoir. C'est un peu ça, aujourd'hui, mon intention, c'est être en vigilance. Voilà, je sais que sur les personnes en situation de handicap, des fois, il peut y avoir cette vision que les personnes en situation de handicap, de par leur vie, nous renvoient à nous, personnes valides, vraiment cette joie de vivre. Et on les remercie pour ça. Et ce sont des exemples pour nous. Et là, dans ce discours-là, il y a un problème, c'est-à-dire que ces personnes n'existent pas en tant que telles pour elles-mêmes. Elles existent par rapport à nous, au fait que ça nous fait du bien, à nous, personnes valides. Et donc ça, pareil, c'est des stéréotypes, des discours plus qu'il y a autour des personnes en situation de handicap. Et là aussi, c'est leur retirer leur vie en tant que telle. D'une part, c'est leur renvoyer systématiquement à leur handicap. Or, c'est des personnes qui peuvent aussi, bien sûr, avoir un discours sur leur situation, et il y aurait de quoi, mais également qui peuvent être aussi tout à fait soucieux de l'augmentation du prix du pain, quoi. Je veux dire, voilà, c'est avoir cette notion de ne pas enfermer les personnes toujours dans ce qu'elles seraient censées représenter uniquement. Voilà, tout ce qui est LGBT, voilà, c'est les rendre visibles. Attention à pas. Alors les gays hommes sont plus représentés que les femmes, lesbiennes, ça je le dis aussi, c'est assez incroyable, mais ouais. La visibilité des personnes trans se développe de plus en plus, même dans la pub grand public, je tiens à le dire. Donc voilà, il y a une visibilité et puis bien sûr il y a des stéréotypes sur lesquels il y a largement à travailler, étant donné que ces personnes subissent des violences quand même assez conséquentes. Voilà, donc c'est pareil, c'est les intégrer dans un quotidien, quoi, les intégrer dans nos préoccupations quotidiennes. Ensuite, il y a bien sûr l'écriture, donc on parle ici de l'écriture inclusive. Alors ça, c'est une grande question. Puisque à la fois on sent que c'est quelque chose qui arrive, qui est pas nouveau, mais enfin qui se développe quand même de plus en plus, qui sort des milieux purement militants. Il y a le Haut Commissariat à l'égalité femmes-hommes, quelque chose comme ça, je vous prie de m'excuser, qui a rédigé tout un guide d'accompagnement à l'écriture inclusive qui reprend à la fois la dimension historique et évolutive, qui casse un peu tous les arguments anti-écriture inclusive par la pédagogie des réalités factuelles historiques, que je trouve très intéressantes. Et voilà, et la question qui peut vous être posée, c'est est-ce que je l'intègre aussi à ma communication? Le but d'écriture inclusive est de rendre visible donc les femmes, qui est invisibilisée par une règle de grammaire donc sexiste, soyons clairs, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Donc point.
voilà, pour moi, clairement, cette règle de grammaire est la parfaite illustration d'une logique sexiste de notre société. Donc, une règle qui est récente, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a il y a plusieurs manières de vivre l'écriture inclusive, avec les points, pas les points, on en met 2, on en met 3 ou quoi que ce soit. Et il se développe aussi, alors moi, c'est mon nouveau truc, hein, je peux le dire, c'est l'écriture neutre. Ouais, ça existe, je vous jure. Il y a même des typos qui essayent. Il y a un étudiant qui crée une typo neutre. Bon, à ce jour, je la trouve illisible. Hein. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, voilà, les différents métiers s'interrogent là-dessus et il y a de quoi être créatif. Et voilà, pour moi, c'est un peu ça notre métier de communicant. C'est en ayant conscience des reproductions discriminantes qu'on peut avoir, comment on peut, par notre créativité et notre volonté, pallier à ça. Donc voilà, l'écriture neutre existe. Un exemple d'écriture neutre, c'est on met un Z pour désigner le pluriel. Par exemple, pour participant, je vais l'écrire là, tiens. Au lieu de marquer participant, comme ça par exemple, on écrit vas-y, voilà. On l'écrit comme ça. Écriture inclusive, neutre. Voilà. Donc, souvent, ça fait croire que c'est une faute d'orthographe. Oui. Bon, bref, il y a des choses qui se développent. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Et puis, dernier point là-dessus, c'est l'accès à l'information. Donc, ça, pour moi, c'est beaucoup lié aux personnes la déficience visuelle, ayant une déficience visuelle. Donc, c'est tout le fait d'avoir des outils, notamment les sites internet avec Loop, avec un reader, un lecteur qui permet de lire les choses. Il y en a qui essayent de développer les choses en braille aussi. Après, c'est un coût. Mais voilà, c'est comment je n'oublie personne dans ma communication. Ça va être au niveau des événements, s'assurer que nos événements aussi sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est tout ça auquel il peut être intéressant de se pencher. 19h14, j'avance et je suis bientôt à la fin. Voilà, en gros, pour la communication inclusive. Et puis, un dernier point pour moi, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la communication sans penser à la qualité du dialogue, de l'échange. Comme je disais, pour moi, s'il devait y avoir un seul moyen de com dans l'ESS, c'est la rencontre. Donc, qui dit rencontre dit dialogue. Ce dialogue, il est tant interne qu'externe. Donc, interne, on va dire soit les bénévoles ou l'équipe salariée organisatrice. Et puis, externe, c'est en direction des bénéficiaires, des partenaires, divers et variés. Donc, pour moi, c'est important voilà, d'avoir ça en tête. Le dialogue, il est tant formel qu'informel. Donc, formel, c'est, on va dire, les réunions, l'AG, et puis informel, on va dire, c'est les parlottes à côté de la machine à café ou quand on fume une clope à la pause. Donc, ces deux dimensions sont importantes et sont nécessaires à la circulation des informations, des idées et des tensions. Le dialogue, il est important pour le bon fonctionnement, un minimum pour faire passer les informations, parce qu'on ne peut pas bien travailler si on n'a pas toutes les informations et que les informations sont claires pour tout le monde. Pour la transparence, on revient quand même, c'est important d'avoir quand même une idée de la réalité du fonctionnement d'une structure. Et puis, c'est le droit à l'expression. Qui dit dialogue dit le fait que chacun, chacune a bien sûr le droit de s'exprimer sur le sujet. Qui dit dialogue dit aussi qu'il peut y avoir un tabou sur la légitimité. J'entends la légitimité de parler. Qui parle? Et quand cette personne parle, en quoi elle a plus d'influence qu'une autre? Donc là, je ne tire pas le fil parce qu'il est 19h15, mais en tout cas, on peut s'interroger du coup sur tout ce qui est répartition de la parole. Sur le fait que les paroles peuvent être coupées ou pas, que quand une personne aborde un sujet, qu'une autre personne puisse récupérer ce sujet à son compte. Ça, il y a plein de questions à se poser là-dessus et des systèmes d'organisation des réunions pour éviter cela.
C'est quand on dit dialogue, c'est lorsque je dialogue avec quelqu'un, je suis dans une posture de recherche d'autonomie de l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée que c'est sa parole, c'est sa pensée, c'est son discours, c'est ses arguments. Je ne cherche pas à les récupérer, que je suis dans un soutien de sa parole, l'inviter à s'exprimer et à clarifier son propos. Pour moi, ça, on est vraiment dans une recherche de qualité relationnelle en ayant cette démarche-là. Qui dit dialogue dit je peux que inviter à se former aux techniques de communication interpersonnelle et d'animation de réunion. Parce qu'à un moment donné, on est là aussi. C'est comment on s'écoute, comment on se parle, comment je restitue la parole de l'autre. Et que ce soit interpersonnel ou en réunion. Hein, comment prendre la vie de tout le monde en considération et comment pouvoir atterrir à la fin de cette réunion. Et pas que ce soit juste qu'on n'ait pas l'impression d'être au café d'en bas avec GG, quoi, à refaire le monde, mais qu'il y ait bien un atterrissage quand même à cette réunion. D'où l'importance de faciliter les échanges. Pour moi, ça, c'est des métiers qui sont pas nouveaux, mais qui se développent. Et merci, c'est les métiers de facilitation et d'animation de ces temps collectifs extrêmement précieux. Et puis, clarifier l'objectif du dialogue. C'est je te parle, c'est pourquoi dire. Alors, soit c'est pour te faire une blague, ou c'est de pas faire passer les infos, c'est du brainstorming, c'est pour prendre une décision. Voilà pour ce dernier point. Et voilà, le dialogue fait partie de la communication en tant que telle et on ne peut pas en faire l'impasse. Pas du tout. Et voilà. Et du coup, terminer cette session, il nous reste 10 petites minutes peut-être en vous laissant la parole. Peut-être savoir un peu ce que vous mettez déjà en place de votre communication ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en place prochainement ayant connaissance de tout ça. Ou si vous avez envie de me dire quoi que ce soit pour clôturer cet espace. Moi, je veux bien partager quelque chose parce que ça a été un peu une nouveauté du coup pour moi. Là où je travaille en tant qu'infographiste, j'ai aussi une expérience formation dans la communication. Mais là, en ce moment, du coup, je suis infographiste. Et en fait, on a travaillé sur une nouvelle charte graphique pour notre association, mais éco-conçue. Et donc, en fait, du coup, voilà, à réfléchir pour tout ce qui est print. En interne de l'association, comment du coup on fait en fait pour réduire du coup les consommations d'encre et de papier. Et puis du coup en externe, choisir effectivement les prestataires, tout ça. Et puis tout ce qui va être, on a supprimé tous les bandeaux, tous les aplats de couleurs. Du coup, en plus on a un logo qui est gris foncé, donc du coup c'est assez compliqué. Et par exemple d'assurer, du coup on a créé du coup toute une gamme de pictos pour l'agence et du coup c'était aussi de les assurer tous en fait du coup pour avoir moitié moins en fait d'encre, c'est genre ultra bête mais du coup voilà. Et puis trouver aussi en fait des couleurs, on a 6 couleurs et trouver des couleurs moins consommatrices d'encre. Il y a des choses en fait géniales que des gens, des ingénieurs ont fait du coup sur l'éco-conception. C'est plus dans le design que ça a commencé, mais du coup sur l'éco-conception graphique. Et comment en fait rechercher effectivement du coup des couleurs qui vont être moins consommatrices d'encre et comment du coup on fait et en interne et en externe du coup mais toujours dans un côté raisonné parce que effectivement si on voudrait être vraiment écologique on communiquerait plus en fait, c'est pas du tout voilà. Mais comment du coup arbitrer du coup dans les choix voilà. T'as ton micro qui est coupé. Je sais pas qui tu parles. Il y a 2 typos, c'est EcoFont et l'autre typo qui existe qui est strié aussi extrait pour. Ah voilà, voilà. Ouais. Mais je me tais, c'est à vous de parler. Si vous êtes d'accord, si vous souhaitez témoigner. Moi, je suis intéressée par. Je suis moins dans les aspects graphiques. Je pense qu'on a beaucoup de gens dans notre groupe qui sont assez qualitatifs déjà
tout ça est déjà pas mal en place, tous ces réflexes écologiques et tout. Mais il y a un point sur la discrimination qui m'a beaucoup importé dans ce que vous avez dit, parce que nous, on s'occupe de chômeurs longue durée et on est face à l'ostracisme, face aux chômeurs longue durée. C'est-à-dire, des fois, je suis allée faire un interview de personnes ou présenter notre projet à quelqu'un, un officiel, un maire, et puis on se fait rembarrer en disant mais de toute façon, les chômeurs longue durée, on n'a qu'à les foutre à plumer les poulets et après on en reparle. Ce qui est hyper violent, quoi. Et donc la problématique, mais qui m'a sauté aux yeux et que j'avais pas réfléchi, parce que là on est en train de penser à faire une vidéo comme accompagnement de notre projet pour la candidature qu'on doit poser. Et justement, il m'est pas paru soudainement évident que d'exposer les gens à dire moi je suis chômeur longue durée dans le territoire, qui est un territoire de village où les gens, c'est un immense territoire, mais de petits villages et de vie de village. Et là, ça veut dire que tous ces gens-là, cette étiquette qui déjà est une étiquette pour certains, qui est une étiquette dévalorisante comme une étoile jaune, quoi, déjà d'exclusion sociale, d'exclusion économique, alors ils seront comme répertoriés. Et je me dis, on ne s'est même pas posé la question de dire si cette exposition pouvait être nuisible à ces personnes en tant que telles. C'est-à-dire qu'après, au quotidien, comment tu es vu par les gens de ton environnement. Donc moi, en étant, je dirais, en train de concevoir le projet et en étant assez moteur dans le projet, certaines personnes du coin me connaissent et j'ai entrevu que j'étais plutôt valorisée par cette position. Mais ce n'est pas forcément du tout le cas de l'ensemble des autres chômeurs qui sont, eux, des acteurs plus à un niveau plus personnel et pas collectif du projet. Plus je participe en tant que personne. Je cherche pas à faire partie des gens qui conçoivent le projet, des concepteurs. Donc voilà, ça m'a attiré l'attention. C'est une chose que je dirais à notre prochaine réunion, qu'avant de faire cette vidéo, il faudrait peut-être se poser cette question. Parce que pour l'instant, il y avait eu des freins inconscients peut-être à ça, mais que c'est pas parce que nous, on a peut-être réfléchi un petit peu et qu'on est dans la volonté de faire quelque chose à ce niveau-là, que c'est le cas de tout le monde et que d'un seul coup, ça effacerait tous les préjugés qui règnent sur le sujet. Et d'ailleurs, on en a d'autres à vaincre qui sont commercialement, on va dire, vendre des activités portées par des chômeurs longue durée. Alors, si c'est des activités qu'ils mettent en œuvre en termes d'autonomie, c'est très valorisant. On se dit, ah, ils font quelque chose. Mais alors, si c'est pour qu'ils rendent service, par exemple, qu'ils aillent rendre des services, vendre du service porté par des travailleurs chômeurs longue durée, il y a un problème de confiance qui se pose. Est-ce qu'ils vont travailler bien? Est-ce qu'ils vont être rentables? Je fais ça comme une BA ou comme une action d'intégration réelle des personnes? C'est-à-dire, est-ce que je pense que ces gens-là vont se comporter comme des gens normaux? Et parce qu'il y a ça, les gens pensent qu'ils vont se comporter comme des gens anormaux. Alors, il y a aussi des réalités. C'est-à-dire, un chômeur longue durée, c'est vrai qu'il a des caractéristiques. On a essayé de l'exprimer, de dire qu'il y a une espèce de culture des gens selon les catégories sociales dans lesquelles ils existent. Parce que, bon, on a beau dire, il y a des préjugés, mais il y a aussi des cultures collectives qui se créent. Et au cours des choses qu'on a pratiquées, moi j'avais observé que tu parlais d'une vidéo YouTube de chômeurs longue durée, tous la connaissent parce que leur vécu fait qu'ils ont une culture commune. Et les gens qui ne sont pas chômeurs longue durée ne connaissent pas du tout ces sujets-là, ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc c'est un cheminement assez complexe de oui, s'inquiéter de savoir comment on n'appuie pas sur la touche de dévalorisation des gens. 2, comment on essaye de faire comprendre aux gens l'apport intéressant que pourrait être la culture des chômeurs longue durée. Voilà, parce que c'est une culture qui a quelque chose, un potentiel qui apporte de l'innovation. Ah, ouais. Et la valoriser, pas si évident que ça non plus. Ouais. Voilà. Merci, ouais, un gros travail sur les préjugés, quoi, j'entends. Oui. D'ailleurs, alors, juste comme ça, pour donner un exemple. Ouais, rapide pour faire tourner la parole. Il y a une mairie qui a lancé un événement annuel. Alors, le Préjugix 400 mg. C'est-à-dire comment lutter contre les préjugés. Voilà, dans leur environnement. Ok. Un bon exemple. Merci. Qui d'autre veut nous apporter son témoignage? Alors, peut-être je peux vous inviter à faire plus court.
Mais oui, mais ça me plaît de voir qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. L'ambiguïté. Alors, il y a Gaëlan qui a témoigné par écrit qu'à Oxalis, ils ont mis en place l'écriture et la parole inclusive depuis 2-3 ans. C'est un peu plus de vigilance à avoir, mais ça permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Merci Gaëlan. Pas d'autres paroles? Eh bien, écoutez, on arrive de toute façon à la fin. Je vous remercie de votre présence, de votre participation à distance, qui n'est jamais aisée. Voilà, moi j'ai été très contente de le faire. Voilà, avec ma petite chatoune, n'est-ce pas? Et au plaisir de vous recroiser à d'autres occasions, de vous retrouver pour suivre l'échange qui, pour moi, ne peut pas se terminer. En tout cas, voilà, la communication responsable inclusive, pour moi, c'est un vrai sujet, qui m'intéresse, deux porteurs et qui apporte un début de solution à nos enjeux sociétaux plus larges. En tout cas, c'est ce que je cherche à apporter. Aline qui nous remercie de ses éclairages et sources de réflexion. Et voilà, Ad qui nous remercie, tout le monde nous remercie, Vincent nous remercie. Merci Vincent d'avoir été là, c'était très précieux, un vrai soutien technique, moral également. Voilà, c'était super précieux. Merci encore, je vous salue. Et puis, alors si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez le PDF de ma présentation. Si oui, oui, tout à fait, il y en a qui le veulent. Et bien du coup, je vous invite à m'envoyer votre mail ou je vous donne le mien, on peut faire les deux. Voilà, et je vous l'enverrai par la suite, si ça vous convient. Voilà, vous avez mon mail de moi, Vincent. Donc si je l'envoie en privé, on s'en fiche, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez, n'hésitez pas à m'envoyer. Ayman, c'est noté, je l'intègre et je l'enverrai. Voilà, je vous salue. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. Bonne soirée, au revoir à tous. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.